retour dans les arcanes du trône, dans la deuxième partie de notre émission sur le pouvoir dans Game of Thrones. Et on est toujours accompagné de Justine Breton. Rebonjour Justine. Rebonjour. Je suis docteure donc, en littérature médiévale et je travaille principalement sur la représentation du pouvoir dans les fictions médiévalisantes et dans la fantasy. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes accompagnés d'un groupe de fans de Game of Thrones, mais aussi de séries télé et de jeux vidéo au sens plus large. Donc nous avons parlé la dernière fois, dans notre dernière émission, du pouvoir dans Game of Thrones dans les différents royaumes, les différents types de pouvoirs. Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est dans Game of Thrones, qu'est-ce que ça implique la notion de pouvoir ? Ce qu'implique la notion de pouvoir n'est pas identique en fonction des différents personnages et en fonction des différents lieux où on se trouve dans la série. L'avantage, c'est que ce soit dans la série ou dans les romans, on a différents personnages points de vue qui nous permettent d'avoir justement des avis différents et des enjeux et des implications différentes sur le pouvoir. Si on regarde le personnage de Ned Stark, par exemple, qui est un des premiers personnages que l'on suit et un personnage que l'on a envie de voir prospérer naïvement au début, on se rend compte, oui je suis désolée de raviver de mauvais souvenirs, on se rend compte que c'est un personnage qui est extrêmement honorable, c'est un peu la caractéristique essentielle de Ned Stark, et c'est un personnage qui refuse le pouvoir au maximum. Il essaye de refuser le titre de main du roi lorsque Robert Baratheon vient lui proposer et finit par lui imposer finalement ce statut. Ned finit par accepter, contraint et forcé, de se rendre à la capitale alors qu'il déteste cet endroit et qu'il déteste justement ces enjeux de pouvoir. Et il est bien précisé plus tard dans la série par des personnages comme Varys et Tyrion notamment que Ned Stark n'aimait pas ce jeu de pouvoir, n'aimait pas ce jeu des trônes et qu'il ne voulait pas y participer. Donc pour le personnage de Ned Stark, c'est un véritable sacrifice personnel. Il sacrifie aussi sa famille en partie pour venir faire son devoir, puisque le pouvoir, dans sa vision des choses, est un devoir. Les choses sont très différentes quand on passe par exemple du côté Lannister et en particulier du côté du personnage de Tywin Lannister, hein, le patriarche, le grand-père qui dirige véritablement toute sa famille. Et la première apparition du personnage, en ce sens, est extrêmement éloquente. On a déjà entendu parler de Tywin Lannister pendant toute la première saison, mais lorsqu'on le voit apparaître pour la première fois dans la série, il est, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est en train de dépecer un cerf, un symbole des Baratheons, c'est absolument pas anodin bien entendu. Donc il a les mains et les avant-bras couverts de sang, il a véritablement les mains dans le sang, il est prêt à se salir littéralement les mains. Et c'est quelque chose qu'on voit par la suite avec l'attitude de Cersei Lannister quand elle est au pouvoir. Le personnage de Cersei Lannister va chercher à rester au pouvoir le plus longtemps possible. Elle le répète d'ailleurs lorsque ses enfants, Joffrey et ensuite Tommen, sont sur le trône. Elle le dit, je suis reine depuis 19 ans, etc. Elle insiste sur cette longévité qu'elle a pu avoir, en particulier en tant que femme, près du trône et par la suite sur le trône. Mais ce qui est assez intéressant dans le personnage de Cersei notamment, c'est le fait que justement, outre ce goût du pouvoir qu'elle a, elle aime par-dessus tout ses enfants, et à partir du moment où elle n'a plus ses enfants, elle n'a plus rien à perdre. Et donc elle va se retrouver sur le trône, pas forcément suite à quelque chose qu'elle avait voulu, puisqu'elle n'avait pas voulu la mort de Tommen, ni la mort de Joffrey auparavant d'ailleurs, mais elle se retrouve sur le trône et elle va gérer ça un peu dans une main de fer, dans un gant de fer, hein, avec... Elle a beau être un personnage féminin, elle ne va pas régner comme une gentille demoiselle, comme on aurait pu l'attendre dans un récit médiéval par exemple. Au contraire, c'est un personnage fort. Elle revendique à plusieurs reprises le fait d'être la seule héritière légitime et digne de son père et d'être la personne qui peut imposer justement son autorité, quels que soient les moyens mis en place. Alors je voudrais juste rebondir sur Tywin et sa fille, et donc Cersei. Effectivement, le personnage de Tywin est vraiment l'incarnation du personnage qui est prêt à sacrifier. Machiavélique. Voilà, c'est ça. Qui, pour arriver à un but, est capable de salir le un, tout son CV, entre guillemets, le montre. et ceci dit, il y a quand même une grosse différence avec Cersei, c'est que Tywin, c'est un bon stratège. Voilà. Il est très très bon, alors que Cersei, en fait, elle est persuadée. Elle pense être un bon stratège. C'est ça, elle est absolument persuadée qu'elle est douée, mais les actions qu'elle fait causent en fait l'instabilité vraiment sur le trône de fer. Par exemple, donner beaucoup plus de pouvoir aux ordres religieux
qui avait mis la pagaille pendant plus de 50 ans au moment de l'arrivée des Targaryen au pouvoir, c'était vraiment une des pires idées qu'elle ait pu avoir. Et c'est, je pense, effectivement une des caractéristiques de Cersei Lannister, c'est qu'elle pense, bon, c'est pas la seule dans ce cas-là, mais effectivement, elle pense être une excellente stratège, elle pense être extrêmement intelligente pour manipuler les gens, elle l'est en partie, mais on a l'impression que c'est un personnage qui ne voit pas sur le long terme. Elle a une relation incestueuse donc avec Jaime parce qu'elle en a envie, voilà, pas pour construire quelque chose. Et si elle réfléchissait 2 minutes, elle se rendrait compte que ça serait extrêmement dangereux justement pour la question de légitimité du pouvoir des Lannister. C'est un personnage qui agit parce qu'elle a envie de faire les choses et parce que ça va aussi être une forme de soulagement personnel lorsqu'elle exécute ou qu'elle fait torturer des personnes qui lui ont causé du tort par le passé. Alors c'est un réflexe qui peut être humain, mais du point de vue de la stabilité de son pouvoir, ça peut être extrêmement dangereux. Elle fait évincer des personnages de garde, notamment, comme Sir Barristan, alors que c'est un personnage qui est encore exceptionnel, qui est peut-être le dernier bon garde à ce moment-là près de Joffrey, et c'est un personnage qui va par la suite indirectement se retourner contre le pouvoir des Lannister en allant soutenir Daenerys Targaryen. Alors ça, il est preuve aussi que l'éviction de Barristan, ce soit aussi un petit peu de la manipulation par derrière de la part de Varys pour déstabiliser le pouvoir. Enfin, on ne sait pas trop. De toute façon, ce qui magouille, lui, à ce niveau-là... Alors, c'est ce qui est intéressant aussi du point de vue de Varys, puisqu'on a parlé de ces personnages qui sont très intelligents et qui sont d'excellents stratèges. On en a plusieurs à la cour, voilà, des figures de courtisans, mais qui convoitent soit le trône, soit d'autres éléments. Effectivement, ce que veut Varys est toujours un petit peu flou, même s'il explique qu'il est le seul à agir pour le royaume, pour le bien du royaume. Qu'est-ce que le bien du royaume? C'est un peu flou, voilà. Mais si on compare par exemple un personnage comme Peter Baelish, donc Littlefinger et Lord Varys, on remarque que ce sont 2 personnages extrêmement intelligents, 2 personnages qui fonctionnent sur le pouvoir de l'information, que ce soit l'information principalement acquise par les prostituées, notamment pour Littlefinger, pour Baelish, ou le pouvoir des Little Birds, des petits espions contrôlés par Varys. Donc on a des personnages qui gèrent comme ça tous les secrets du royaume. Mais d'un côté, on a Varys qui va être très réservé, justement, c'est un personnage qui est puissant parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Alors qu'à l'inverse, Peter Baelish, tout le monde sait pertinemment ce qu'il veut. Il le répète à plusieurs reprises, il veut tout. C'est-à-dire, voilà, il veut le trône, il veut la femme qu'il aime. Quand il ne peut pas l'avoir, il se contente de sa sœur en attendant, puis de sa fille. Bon, ça se finit pas forcément toujours bien pour lui non plus, mais toujours est-il que c'est un personnage qui est intelligent et qui contrôle l'information, mais qui a parfaitement conscience de cette intelligence, et cela lui cause des torts, puisqu'il va sans cesse affirmer ce qu'il sait, pour aussi faire chanter les personnes face à lui, mais il va montrer ses cartes en partie, en montrant notamment à Cersei qu'il sait pertinemment qu'elle couche avec son frère, en montrant voilà, qu'il connaît des secrets, et il se met en danger par là en pensant être plus intelligent que tout le monde, et finalement peut-être pas tant que ça. Juste pour rebondir sur les 2 intrigants que sont Varys et Littlefinger, comme d'habitude, voilà, c'est complètement différent dans le roman. Enfin, voilà, complètement. J'exagère, mais en fait, l'un des gros sujets de discussion, c'est le plan de Littlefinger, parce que dans le roman, on ne sait absolument pas ce qu'il veut. Je pense que le choix de l'avoir rendu avide de pouvoir à ce point-là dans la série, ils devaient faire un choix. Donc c'est excessif. C'était excessif par contre, parce que Littlefinger, sa finalité, il sait pertinemment que le plus important, c'est pas le trône, c'est le pouvoir derrière le trône. C'est là que se trouve le vrai pouvoir, la vraie manipulation. Robert était une marionnette, il était bien gentil, mais il se faisait manipuler par son conseiller restreint. Il sait très bien que le vrai pouvoir, c'est pas celui de façade, mais celui qui est derrière. Donc je pense que dans la série, lui faire dire qu'il veut le trône, c'est un choix qui devait être fait. Mais qui ne sera peut-être pas exploité dans les romans de la même façon. Qui ne sera pas exploité dans les romans de la même façon. En tout cas, je ne pense pas. De plus, sur Varys, là aussi, c'est très problématique. Voilà. Parce que là non plus, on a une petite idée de ce qu'il veut, mais le fait est que tout l'arc narratif de Varys et d'Illyrio ont été complètement, pas sabrés, mais en tout cas complètement modifiés par rapport au roman, puisqu'il y a un personnage
assez important qui n'apparaît pas dans la série, mais qui explique énormément les manigances de Varys et d'Illyrio parce qu'ils travaillent ensemble. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. C'est bien dommage d'ailleurs, mais je pense que ça aurait rajouté une intrigue supplémentaire que la série n'aurait pas pu traiter. Voilà, ça aurait été très compliqué. Donc je ne vais pas spoil parce qu'il faut lire les romans, c'est très bien. Mais il y a le retour d'un personnage qui explique vraiment, a priori, les manigances des uns et des autres. Alors si ça donne pas envie de lire les romans, honnêtement. C'est ça. Ah ouais, ça c'est... Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait que le véritable pouvoir n'est pas au trône. D'ailleurs, Tywin le dit à Joffrey, je crois, à un moment, il dit « pense vraiment que c'est parce que tu as la couronne que tu as le pouvoir ?» Et Joffrey lui répond « non, ce sont les armées qui donnent le pouvoir ». Il y a d'autres visions dans la série. On entend que « fire is power », vis-à-vis des dragons notamment, que le feu est le pouvoir. Il y a Renly qui explique à Stannis que un homme sans amis est un homme sans pouvoir. Donc là, on aurait une idée de pouvoir qui est née nécessairement de la collaboration, ou en tout cas de l'entraide, et le fait d'avoir des soutiens. Qu'est-ce que le pouvoir? C'est toute l'énigme l'énigme que pose Varys, justement, que ce soit dans les romans ou dans la série, lorsqu'il explique que on a un homme armé qui est dans une pièce avec un religieux, un homme riche et un roi, et que chacun de ces hommes importants, traditionnellement, demande à l'homme armé de tuer les deux autres en promettant soit des richesses dans le cas de l'homme riche, en expliquant qu'il est le représentant des dieux pour le religieux, ou en expliquant qu'il est le roi légitime pour le souverain. Varys pose alors la question: qui survit, qui meurt dans cette vision, qui détient le véritable pouvoir? La réponse de Tyrion est celui qui détient le pouvoir est celui qui possède l'épée, puisqu'il est celui qui va prendre la décision. Varys n'est pas aussi catégorique dans sa réponse. Il explique bien « It's a trick, a shadow on the wall ». Ce n'est qu'une illusion de pouvoir. Le pouvoir réside là où on pense qu'il réside et là où on peut avoir foi, justement, dans ce pouvoir. Donc c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la série, c'est qu'on a cette diffraction des différents pouvoirs. Ce qui fait aussi qu'on peut avoir tous ces pronostics. On ne sait pas si c'est un pouvoir guerrier qui va gagner, un pouvoir de légitimité héréditaire, est-ce que c'est un pouvoir économique, est-ce que c'est un pouvoir collaboratif, est-ce que c'est un petit peu de tout ça, ce qui serait pas mal, sachant que toutes ces questions de pouvoir sont partiellement mises de côté lorsque des enjeux supérieurs apparaissent et que ça va être la question du pouvoir de la vie contre le pouvoir de la mort, entre en fait tous les êtres vivants du monde connu et de l'autre côté les White Walkers et l'armée de zombies des White. Par rapport au pouvoir, il faut continuer un peu dans le dézoom qu'on fait là-dessus. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des saisons, nous sommes un phénomène assez nietzschéen et qui est assez en rapport avec l'énigme de Varys et Tyrion. C'est-à-dire que finalement, le vrai pouvoir réside de plus en plus dans la puissance même intrinsèque à chaque personnage, plus que dans la capacité qu'il a à faire exécuter ses ordres. C'est-à-dire que voir notamment que des personnages comme Bran Stark, qui finalement n'ont pas de pouvoir politique, ont très peu de pouvoir physique, mais ont une puissance magique. Des personnages comme Jon Snow, qui a manifestement la puissance de revenir d'entre les morts. D'autres personnages comme même Gregor Clegane revenu, Daenerys, ou des personnages avec des aptitudes en fait concrètes au niveau de ce que leurs mains peuvent faire, assez supérieures à la moyenne, ont finalement plus d'ascendant sur la scène par rapport à d'autres. Et c'est vrai que justement, tu parlais de Brandon Stark, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir voir ces personnages, ce que Martin appelle les crippled, bastard and broken things, tous ces personnages rejetés en partie par la société, les bâtards, les personnages qui sont les éclopés, littéralement. Brandon Stark ne peut plus marcher et heureusement qu'il a le pauvre Hodor pour le porter partout. Oui, mais on ne va pas reparler de la mort d'Hodor, je suis toujours pas remise de ça. Donc bref, heureusement, il vit toujours dans nos cœurs. Mais donc, on a ces personnages en partie rejetés par une société, on va dire, traditionnelle, en particulier par une société médiévalisante, comme on peut avoir dans Game of Thrones. Mais ce sont des personnages qui réussissent à acquérir une autre forme de pouvoir et à survivre différemment. Et un personnage extrêmement éloquent, je pense, à ce niveau-là, c'est le personnage de Sam. Sam, c'est le petit gros qui n'a rien à faire dans la garde de nuit. Tout le monde lui rappelle
alors qu'il n'a pas eu le choix, comme beaucoup d'entre eux. Mais c'est un personnage qui va acquérir une forme de puissance grâce, alors là c'est une autre forme d'information, c'est l'information livresque. Hein, les autres lui font des remarques d'ailleurs régulièrement, oui on sait, tu l'as lu dans un livre, c'est bon, on a compris. Mais c'est un personnage qui va permettre aux autres de survivre grâce à cette connaissance livresque qu'il va pouvoir acquérir à Castle Black et par la suite à la Citadelle. Et il va jouer un rôle en ce sens très important pour la défense des vivants contre les morts. Il parlait de Sam justement, qui n'est pas sans nous rappeler un Sam d'un autre univers médiéval fantastique avec les mêmes caractéristiques physiques et qui se trouve dès le début. Voilà. Et typiquement, c'est au tout début ce qui a failli me faire quitter le fait de regarder cette série au départ, parce que ça n'a pas été le cas. C'est justement Sam, où très vite je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est lui qui va sauver tout le monde. C'est le petit gros, comme tu disais. Pour une fois que les intellectuels peuvent sauver le monde. Oui, non, Tu te sens concerné. mais effectivement, rapidement, voilà, il découvre ça, etc. Il part, il est complètement, même dans la narration, un petit peu isolé. Rapidement, on se dit, bon, bah, c'est lui qui va nous trouver, qui va trouver la solution et qui va peut-être voilà, donner cette petite clé qui va changer un peu tout. Sam, c'est quand même le premier tué de ses mains un marchand blanc. C'est vrai. Donc c'est, en termes de découverte, je pense que c'est peut-être là la plus importante. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, en fait. Le véritable héros, c'est Sam. Je lance le débat. Mais de toute façon, dans le premier tome des romans, il y a un passage qui est une discussion entre Sam et John, qui est calqué mot pour mot sur une discussion entre Sam et Frodon. Comme quoi, c'est pas vraiment anodin. Merci à tous, c'est la fin de notre deuxième émission des Arcanes du Trône sur le pouvoir dans Game of Thrones. Et vu qu'il nous reste encore beaucoup de choses à dire, je crois qu'on va en faire une troisième. Donc on se retrouve très bientôt pour une troisième émission sur le pouvoir dans Game of Thrones au Cap Saint-Sabin. À très vite et Valar Morghulis.